Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cet audio est une petite causerie sur le thème du troisième œil et comment ouvrir ce troisième œil. Alors, en commençant, je vais d'abord vous présenter ce que c'est que le troisième œil et qu'est-ce qu'on entend par le troisième œil. L'homme, comme nous le savons tous, est constitué d'un corps physique. Cependant, ça n'est pas le seul corps qui nous constitue. Un peu comme le schéma des poupées russes, nous avons en nous plusieurs corps qui gèrent chacun une fonction différente. On peut penser un peu à des plateformes sur lesquelles il y aura une plateforme qui s'occupe de la matière, du physique, de tout ce qui est palpable physiquement, une autre plateforme qui, elle, s'occupe de l'énergie, une autre plateforme, elle, qui s'occupe de la création et de gérer les émotions, une plateforme qui gère les pensées, et puis d'autres plateformes aussi. Voilà, un petit peu grossièrement. On pourrait dire que ce sont des plans de conscience, mais on appelle ça des corps, car ces corps vont émettre des énergies, et puis vont les gérer. Alors, nous avons donc notre corps physique, c'est la matière physique que l'on voit, notre véhicule physique, et puis nous avons aussi un deuxième corps qui s'appelle le corps énergétique, ou plutôt le corps éthérique, qui a à peu près la même forme que notre corps physique, qui l'épouse, qui a juste quelques centimètres un petit peu plus grand autour de lui. Et c'est dans ce corps énergétique que va circuler l'énergie. Il va exprimer notre force, notre vitalité. Et c'est sur ce plan, sur ce corps, que l'on va trouver un peu plus tard, comme dans mon explication, ce troisième œil. Nous avons aussi un corps émotionnel. Ce corps émotionnel, lui, gère toutes les émotions. En termes d'énergie, donc c'est lui qui les produit et c'est lui qui les gère. Pour ceux qui ont développé la lecture de l'aura, ce sont des émotions qui sont autour de nous, qui fluctuent bien évidemment en fonction des jours, comme nos émotions varient, et qui a une dimension un peu plus ample que le nôtre, à peu près entre 1 mètre, 1 mètre 50 autour de nous. Nous avons aussi un autre corps, qu'on appelle le corps mental, qui lui va gérer toutes nos pensées. Vous savez qu'on est une machine à penser chaque jour, avec 1000 et 1000 et 1000 pensées. Et donc, ces pensées vont se concrétiser, vont se matérialiser, je dirais, vont se former, vont être créées. Et puis ces pensées vont nous influencer. Donc c'est dans ce corps mental qu'on va pouvoir les trouver. On a aussi le corps causal, le plan de conscience, on va dire, qui gère les effets et les causes dans nos vies, donc notamment les effets des événements des vies passées qui ont encore une répercussion dans notre vie actuelle, et puis après d'autres corps bouddhiques, atmiques et tout. Alors ce troisième œil est sur ce corps énergétique. Donc ça n'est pas sur le corps physique, mais réellement sur ce corps énergétique. Alors, pour se représenter le corps énergétique, il faut un peu faire une analogie au corps physique. Le corps physique a différents organes, différentes glandes, des nerfs, des vaisseaux sanguins. Et donc, ce corps énergétique va épouser ce corps physique et va avoir, c'est comme, on appelle ça aussi le double énergétique, car ce qu'on retrouve dans le corps physique va avoir sa répercussion aussi, son double, sur le plan énergétique. Alors, les nerfs qui font passer une impulsion électrique dans le corps vont avoir leur correspondance sous forme de canaux énergétiques, un peu, si vous voulez, comme les veines dans le corps. Dans les veines passe le sang. Alors on a des petites veines, des grosses veines. Et bien c'est pareil. Ce corps énergétique
corps éthérique va être constitué de milliers et milliers et milliers de petites veines, petits canaux énergétiques. Donc des petits canaux quand leur chemin est court et alimente des organes énergétiques proches, et puis un peu plus long et aussi un peu plus gros. Ces canaux énergétiques ont le nom sanskrit, donc en Inde, de nadi, qui veut dire tube, canaux, et permettent la circulation de l'énergie, ou prana, aussi utilisé en Inde. Que se passe-t-il quand ces canaux énergétiques, ces fleuves, on appelait ça aussi dans l'ancien temps ces courants de vie, que se passe-t-il quand ces courants de vie se rencontrent? Ces fleuves, il suffit de regarder la nature et on voit que des petits courants d'eau, quand ils se rencontrent, forment des petits tourbillons. Et puis, si les fleuves sont importants ou gros ou nombreux, le tourbillon est encore plus fort. Alors l'être humain, lui, va avoir un nombre très très grand de tout petites rencontres de ces fleuves, et puis il y aura aussi des rencontres plus grosses de ces fleuves. Alors comment on appelle ces rencontres de ces fleuves? On appelle ça des chakras. C'est le terme venant de l'Inde, le terme sanskrit qui veut dire roue, car il fait référence à ce tourbillon d'énergie, à ce tourbillon, ce mouvement qui est vraiment en forme de tourbillon et en forme de vortex. Alors le terme qui a été donné en Inde, le terme sanskrit est chakra. La traduction du mot chakra veut dire roue, et il faut réellement visualiser comme un tourbillon, comme une petite tornade, si vous voulez, qui va circuler toujours dans un sens, et puis qui va être, comme je disais, le croisement de différents fleuves. Alors, quelle est la fonction de ces chakras? Entre vous et moi, je vous ferai référence à différents livres. Je vous suggérerai d'aller regarder sur Internet, car c'est vraiment un sujet qui peut durer des heures et des heures de discussion et de partage. Mais grossièrement, ces chakras vont être, c'est aussi une porte de conscience, vont être des centres qui vont permettre la circulation de l'énergie avec l'extérieur, donc le monde extérieur, ils vont l'absorber et permettre de nourrir, au plan énergétiquement, une zone qui leur est confiée, des organes, mais leur contrepartie énergétique, et puis ils vont être responsables de certaines fonctions dans l'être humain, des états de conscience. Je fais référence aux 7 chakras qui ont chacun, donc chaque chakra étant dans une zone particulière dans le corps, gère des organes, des membres, des fonctions, a une glande qui lui est propre, et puis a aussi, comme je disais, des états d'être qui lui sont propres. Voilà. Alors c'est un peu comme dans la vie, dans les entreprises, il y a les grands chefs et puis les petits chefs. Le troisième œil est un petit chef. Le troisième œil est un sous-chef d'un grand chef. Le troisième œil est un sous-chef du 6e chakra. Alors le 6e chakra fait référence à un ordre de bas en haut. Nous avons 7 chakras principaux qui sont dans le corps, enfin au niveau du corps, et puis nous avons aussi d'autres chakras, pas chakras, nous avons d'autres chakras qui sont en germe au-dessus de nous et puis aussi en dessous de nous. Mais notre état de conscience, la façon dont nous nous comportons est un peu primaire, je dirais, et donc en fin de compte, nous n'avons pas développé encore ces états de conscience, ils ne se sont pas encore ouverts. Imaginez un peu comme des soleils qui sont présents en germe, mais qui ne se sont pas encore développés.
Donc c'est le 6e chakra qu'on appelle aussi en sanskrit Ajna, le centre de contrôle. Alors encore une fois, je vous suggère d'aller regarder sur internet Ajna chakra, A-J-N-A, ce à quoi il correspond. Pour aller un peu plus en détail, il se trouve sur le centre, au niveau du centre du front. Et puis, comme je vous disais aussi avant, les chakras sont en forme de cône, de vortex, de cône, et il y a une partie avant, une partie arrière. Pour les 5 chakras, donc le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, par contre, le premier chakra et le 7e chakra, eux, n'ont qu'un seul cône. Donc, le premier chakra va être vers le bas, uniquement vers le bas, donc entre les jambes vers le bas. Le 2e chakra, lui, va être à peu près à 3 doigts, ça dépend du corps physique de la personne, de la taille, 3 doigts en dessous du nombril, avec une partie vers le devant, un cône qui va vers l'avant, et puis un cône qui va vers l'arrière. On aura le 3e chakra, lui, qui sera à peu près une paume au-dessus du nombril. Le 4e chakra, lui, donc aussi avec une partie avant, une partie arrière. Le 4e chakra qui sera au centre du cœur. Le 5e chakra à la base de la gorge. Le 6e chakra au centre du front. Et puis le 7e chakra qui est sur le crâne vers le ciel. Ce 6e chakra, lui, donc s'appelle Ajna, le centre de contrôle, et va gérer tout ce qui est l'intuition, mais aussi la volonté et le contrôle. C'est-à-dire que quand nous avons une pensée et nous pensons, à l'intérieur de notre front, nous avons un centre énergétique qui va créer la pensée. Il va, un peu comme un soleil, qui va initier la pensée. Et donc c'est par ce centre que l'on pense, mais aussi notre contrôle et l'intuition. Alors, comme il a différentes fonctions, il les regroupe. C'est comme une entreprise qui fait du beurre, et puis on a un petit sous-chef, lui, qui va faire exprès juste de couper le beurre. Je ne veux pas vous mêler, mais c'est ce petit sous-chef qui est le 3e œil, qui est plus petit et qui se trouve entre les sourcils. Voilà pour l'emplacement et la présentation du 3e œil. Physiquement, donc, il est entre les sourcils et puis sur la contrepartie, derrière le crâne. Alors, à quoi sert le 3e œil ? Encore une fois, ça sera une présentation brève pour pas que l'audio dure des heures, mais on dira que principalement, il nous permet le contact avec le monde invisible. Alors j'ai bien dit le terme contact, parce que contact veut dire la perception, mais aussi la vue, et il va gérer aussi, donc, l'échange avec le monde invisible. Alors quand on dit le monde invisible, on fait référence aux ondes que l'on ne perçoit pas, ou je dirais plutôt aux vibrations. Vous savez que nos organes ne perçoivent que certaines vibrations, mais le monde est constitué de différentes gammes de vibrations, et puis des vibrations un peu plus grandes, un peu comme la radio. C'est une vibration qui n'est pas perçue par nos yeux, mais elle existe bien. Il en est de même, il y a de nombreuses vibrations qui sont plus rapides, plus subtiles, qui existent bien, mais nos organes physiques ne sont pas adaptés pour le percevoir. Alors pour pouvoir les percevoir, ça va être justement nos organes subtils qui vont être les outils pour être en contact avec justement ces énergies subtiles. Quand je dis subtiles, c'est qu'elles sont plus fines, plus rapides. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes parlent d'ouvrir ces chakras, d'ouvrir le 3e œil, car c'est réellement à travers ces centres, c'est en ouvrant ces centres que l'on accède à différents plans de conscience et qu'on peut être en contact avec des vibrations dont on n'est pas témoin dans la vie de tous les jours. Alors la question qui pourrait suivre serait: mais à quoi ça sert d'ouvrir son 3e œil?
quelle est l'utilité? Comme je vous l'ai dit, le troisième œil permet d'être en contact avec le monde subtil, le monde invisible pour nos yeux, mais aussi le monde, on pourrait appeler ça le monde désincarné. Et en fin de compte, il va me permettre d'avoir une richesse beaucoup plus grande à celle que j'ai. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on le sait tous, on se limite au plan matériel, à ce qu'on voit. Quand on regarde quelqu'un, on voit surtout un corps physique, mais on n'a pas forcément conscience dans la vie de tous les jours que cet être physique est animé par une force de vie, une âme, et puis que cette âme, elle a un cœur, qu'elle a toute une histoire, qu'elle est vivante, qu'elle est aimante. On va être honnête, quand on regarde quelqu'un, on regarde pas la personne forcément dans sa globalité, et justement, c'est en réussissant à ouvrir des centres comme le troisième œil, ouvrir notre sixième chakra, qu'on va avoir une conscience et une vision plus ample de l'être humain, mais aussi de la vie qui nous entoure, et ceci va nous donner une extrême richesse. Ça va nous permettre de nous rendre compte qu'on n'est pas seul, et puis aussi de voir que les êtres humains, entre autres, qui nous entourent, sont d'une beauté et richesse incroyable. Ça va nous permettre donc de relativiser, d'avoir une vision plus ample, plus aimante. Et puis, ça va nous permettre aussi le contact avec les âmes qui ne sont pas incarnées, qu'on ne voit pas. Donc, soit les âmes qui sont désincarnées, soit d'autres plans de conscience. Donc là aussi, ça va nous permettre une richesse fantastique, une source d'apprentissage, et surtout, je considère, pouvoir relativiser et se rendre compte que nous sommes des petits grains de sable dans l'univers et que nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup à partager. Alors l'ouverture du troisième œil, je dirais, doit être forcément accompagnée, voire précédée, par tout un travail, toute une démarche intérieure préalable, un travail de remise en cause, d'introspection, de croissance personnelle, de chercher à ressentir son corps de l'intérieur, établir des moments de paix à l'intérieur de soi et autour de soi, être témoin de ses émotions, apprendre à les pacifier, et puis être présent. Et bien évidemment, travailler l'ouverture du cœur, qui permet la sensation d'unité, et l'unité en nous et avec le reste des vivants. Je dirais que ce travail intérieur est nécessaire pour pouvoir relativiser et mieux comprendre le développement et l'ouverture du troisième œil. Un exemple bête et simple serait le suivant. En travaillant le troisième œil, comme je vous l'exprimais, cela nous permet d'être en contact et de voir le monde invisible, donc le monde, entre autres, des esprits. Quelqu'un qui n'a pas travaillé sur soi et qui vit beaucoup dans les émotions extrêmes, si il perçoit les émotions des gens, s'il voit les pensées des gens, s'il voit des esprits marcher et passer autour de lui, eh bien, il va être sollicité dans ses émotions, dans ses peurs, et donc il va vivre cela de façon très déséquilibrée. C'est pour ça qu'il faut avoir tout ce travail intérieur qui est fait au préalable et en même temps pour pouvoir relativiser et bien vivre toutes ces nouvelles informations que l'on perçoit. En fait, ces centres énergétiques, ces centres de conscience, ces portes de conscience s'ouvrent d'eux-mêmes en fonction de nos états d'être, et je dirais plutôt nos façons de vivre.
Si quelqu'un essaie de vivre la compassion, l'amour, l'empathie, alors le centre énergétique qui gère justement l'amour, la compassion, l'empathie va s'ouvrir car il sera sollicité et puis comme il sera sollicité et il sera vécu de façon harmonieuse, alors le chakra sera ouvert. Quand je dis ouvert, il y a aussi forcément fermé, mais ne voyez pas cela comme une porte qui est complètement fermée, mais un peu plus fermée, ou dans laquelle circule de façon moins fluide l'énergie. Voilà. C'est pour ça que je l'insiste, qu'un travail d'ouverture de chakra, et notamment du troisième œil, doit faire forcément partie d'un travail de développement personnel, d'intériorisation, de recherche de mieux-être intérieur. Un peu comme quand on fait de la musculation, on ne va pas uniquement muscler les biceps, mais il faut muscler aussi les épaules et d'autres parties du corps pour qu'il y ait une force générale, une mobilité générale, une aisance générale. Il en est de même pour notre vie. Si on ne sait travailler que, on va dire, l'amour, mais sommes tristes, quoi que vous me direz, la joie et l'amour vont de pair. Mais si on ne travaille qu'un angle de la maison, eh bien les autres parties de la maison ne seront pas travaillées. Voilà. Cette explication est un peu simplée, mais elle a quand même son sens. Revenons donc maintenant sur l'ouverture du troisième œil. L'ouverture du troisième œil, comme je le disais, permet notamment de voir le monde des esprits, d'être en contact avec des plans de conscience supérieurs, nos guides, et d'autres plans de conscience, et je disais aussi, permet de voir les énergies, les auras autour des gens. Alors je dis bien les auras, parce que comme je vous l'exprimais au tout début de cette petite causerie, nous avons différents corps, avec donc une partie énergétique, des émotions, des pensées et tout. Bien souvent, on ne parle uniquement, quand on fait référence à l'aura, on parle uniquement d'une petite couche blanche, gris bleuté, proche du corps, qui épouse le corps. En fin de compte, il y en a plus, comme je vous l'exprimais. Les gens font référence à l'aura uniquement parce que c'est la première couche de l'aura qui est la plus, je dirais, facile à percevoir. Les gens disent aussi « Ah, quelle est mon aura ?» faisant référence à une couleur primordiale, une couleur principale qui me caractérise. Ils font référence dans ces cas-là aux émotions. Mais on le sait très bien, nous avons chaque semaine, chaque mois, chaque jour différentes émotions, nous vivons différentes émotions, et puis nous avons aussi un état émotionnel, je dirais, de base, de fond, qui correspond à notre état d'être, qui lui varie en fonction des mois et en fonction des années. C'est-à-dire que si durant plusieurs mois, je fais un travail personnel sur le développement, on va dire, de la joie, eh bien cette joie va se concrétiser plus en plus, et puis il va avoir une couleur de fond. Elle va rester de fond, et il y aura aussi des petites couleurs qui viendront se rajouter, qui sont propres à mes émotions du moment. Voilà un petit peu, quand l'on parle, les gens disent « Dis-moi quelle est mon aura, ma couleur ?» En fin de compte, ils font référence uniquement à ça. Mais il y a aussi, comme je disais, les pensées, nos schémas de pensée, nos formes pensées que l'on peut avoir autour de nous, et puis bien évidemment aussi, ce qui est très intéressant, l'accès aux vies passées, donc des gens. Alors, tout de suite, les gens vont avoir peur. Ils vont se dire « Oh, c'est pas vrai, on peut avoir accès à tout ça. Je ne vais plus sortir de chez moi. » N'ayez pas peur. En fin de compte, c'est cette ouverture, notamment aux auras, ne peut être fait uniquement, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a un travail personnel d'ouverture et d'amour. Voir les auras, notamment, permet donc d'avoir une vision beaucoup plus ample et riche de la personne qui est en face de nous. Donc il faut bien évidemment une attitude bienveillante et surtout une attitude aimante. Quelqu'un qui n'aura pas cette attitude bienveillante et aimante va donc fermer les centres à l'intérieur de lui et donc ne va pas pouvoir voir les auras
son troisième œil ne va pas être ouvert. J'en arrive donc là à la conclusion pour vous dire, ouvrir des centres, c'est bien, mais encore faut-il avoir, je dirais, l'état d'esprit qui correspond à ce centre, la qualité humaine, on va dire, qu'il faut développer pour que ce centre puisse s'ouvrir et que l'on puisse en profiter pleinement. Voilà. Maintenant, quelle est la qualité? Quelles sont les qualités qui correspondent au sixième chakra, et notamment au troisième œil? Eh bien, comme je le disais au tout début, cela correspond à l'intuition, à la volonté et au contrôle. Si vous vivez votre vie beaucoup dans le contrôle, en projetant, il faut que ça soit comme ça, on va être dans une démarche de volonté, bien évidemment, mais on va être dans une démarche de définir sa vie un peu comme si on allait de l'avant. Alors qu'en fin de compte, le centre de l'intuition va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de lâcher prise qu'il faut apprendre à faire, un travail de calme intérieur pour pouvoir laisser venir les choses à nous, un peu comme tout à l'heure je disais, la volonté c'est nous vers l'extérieur, et là il faut apprendre à laisser les choses venir à nous, donc de l'extérieur à nous. Et c'est réellement en ayant cet état d'être et en travaillant cette paix intérieure qu'on va être justement plus attentif à nos intuitions et laisser ce centre s'ouvrir et s'exprimer. Alors je vous recommande donc d'essayer d'instaurer des pratiques, des moments de pause, de calme intérieur, pour essayer de favoriser ce calme intérieur, puis cette sensation de détente dans laquelle on se sera mis en disposition, on se sera mis comme dans un état d'ouverture, un peu comme quand on a la main qui est fermée ou ouverte, eh bien on va ouvrir notre main pour laisser venir les choses à nous. Et bien pour ce troisième œil, ce sixième chakra, il faut apprendre à être dans des états davantage de paix intérieure pour être justement témoin des sensations, des intuitions qui me viennent. Alors il y a plusieurs exercices pour travailler ce troisième œil. Une qui est très simple et qui est, je dirais, très rigolote à faire, et de regarder les nuages et puis de se laisser aller et d'essayer, en laissant la spontanéité venir, les formes des nuages s'exprimer et prendre la forme d'objets, d'animaux, de choses. Et donc en se laissant ainsi aller, quand vous regardez les nuages, en disant tiens, là j'ai l'impression de voir une tortue, un singe, un ange, une épée, eh bien vous allez laisser travailler votre intuition et donc vous allez ouvrir légèrement votre troisième œil. C'est un exercice qui est très agréable à faire et qu'on peut faire très souvent, qu'on peut faire aussi avec les enfants, c'est une bonne chose. Un exercice qui vient du yoga, qui est très complet, très puissant, s'appelle Tatraka. Tatraka correspond à l'exercice de fixer la flamme d'une bougie qui va donc travailler la concentration, l'attention, et puis il y aura une deuxième partie dans cet exercice qui sera l'écoute, ou plutôt l'observation visuelle de ce qui peut se présenter sur l'écran noir de mes paupières. Alors, je vais aller un petit peu plus dans le détail de cet exercice. Il suffit que vous preniez une bougie, vous la mettez à la hauteur de votre tête. En général, on s'assoit sur le sol, mais si c'est compliqué pour vous, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. On met la bougie à peu près à la hauteur de sa tête, qu'importe la distance, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, qu'importe. On va tamiser un petit peu la pièce, et puis on va être dans une posture confortable et détendue. On va fixer la bougie, on va fixer
surtout la flamme de la bougie, et on va essayer, donc, en étant détendu, de ne pas clignoter les paupières. Au moment où on va avoir envie de clignoter les paupières, on va fermer les yeux, donc passer à la deuxième étape, et on va regarder l'image que je vais avoir sur l'écran noir de mes paupières à l'intérieur. Normalement, la flamme de la bougie va être encore présente. Et c'est là que c'est intéressant parce que on va avoir dans cet exercice les deux parties du troisième œil qui vont être stimulées. La première partie, donc quand on fixe, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vous allez sentir une sorte de petite pression au centre des sourcils. Cela va stimuler la zone et va permettre donc le réveil de la zone. Mais la deuxième partie va être quand on ferme les yeux et on essaye de regarder l'image de la flamme de la bougie, cela va permettre de développer la vision intérieure et de prendre conscience des choses qui sont bien présentes dans ma vie, de ma vue, mais dont je n'ai pas conscience. Il y a une très jolie phrase qui avait été exprimée par un Français en disant que être clairvoyant, c'est tout simplement rendre conscient ce qui n'est pas conscient. C'est un peu comme cette image de l'iceberg où nous ne voyons que 10% de l'iceberg et 90% est sous l'eau. C'est le même principe. C'est-à-dire que si on apprend à être plus conscient, de rendre conscient ce que l'on voit, alors nous sollicitons notre troisième œil, notre sixième chakra, nous l'ouvrons et nous avons accès à plus d'informations. Alors, pour revenir sur ce deuxième exercice, Tatraka, la concentration sur la bougie, la deuxième étape est un petit peu spécifique. Parce que si l'on ferme tous les yeux, et je vous dis visualiser une bougie, on va penser à la bougie. On va se souvenir de la bougie. On va avoir une représentation mentale, mais, attention, on ne va pas forcément réussir à projeter sur l'écran noir de nos paupières exactement la bougie et la flamme de la bougie. Et c'est là justement le hic, c'est que il faut justement apprendre à être de plus en plus témoin et attentif à ce que l'on voit sur l'écran noir de nos paupières. Alors on pourrait très bien dire, je ferme les yeux, quand je ferme les yeux, il y a tout simplement un petit peu de lumière, une lumière blanche, en fonction de si derrière mes yeux, j'ai la lumière et j'ai le soleil ou autre. Oui, on est d'accord, mais amusez-vous à le faire dans le noir, dans une pièce sombre, et vous verrez qu'en fin de compte, on va voir quand même différentes choses. On va voir différentes couleurs, et puis même aussi des formes vont se présenter. Donc, si nous sommes dans une pièce noire et que nous avons quand même des couleurs qui se présenteront, ce sera la projection de notre troisième œil, ce sera notre troisième œil qui exprimera et par lequel on verra, on percevra des formes et des couleurs. Un troisième exercice que j'affectionne particulièrement est la concentration sur un point. Alors, vous avez deux versions, soit détendue, en forme de relaxation, c'est-à-dire que vous vous allongez sur le dos et vous regardez un point particulier et précis sur le plafond. J'ai bien dit le plafond et pas le soleil, le ciel, parce que le ciel varie. Alors, moi personnellement, dépendamment de la netteté de votre plafond, eh bien, j'avais mis un petit point noir sur le plafond avec un scotch. Ça permet de concentrer l'attention. Mais si votre plafond le permet, choisissez un point qui attire votre attention. Quand on fait cet exercice, on s'allonge, si possible au moins 20 minutes, voire plus si l'on peut, et puis on se détend musculairement, on détend notre corps complètement et on fixe le point. Et vous allez voir qu'en fin de compte, il y a tout un processus intérieur qui va être réalisé. D'abord, vous allez voir que on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc en fixant ce point, des pensées vont venir. Le but étant d'en être conscient
pour revenir tout simplement à une attention et essayer de les laisser passer. Donc vous allez voir durant ce temps d'exercice que vous allez avoir beaucoup de pensées, et puis vous allez avoir aussi des sensations à l'intérieur de vous. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment, je trouve, vous regardez le point. Si c'est une question mentale, un désir mental, un effort mental, un désir de contrôle, de volonté, ou si tout simplement, et c'est ce que l'on souhaite, vous arrivez et on arrive à regarder le point en lâchant prise, en laissant venir le point vers soi et en laissant venir les sensations. Donc, en essayant de ne pas clignoter des yeux, ce qui va être difficile, l'œil va piquer, va pleurer, et vous allez voir ce qui est très fantastique. On va avoir de superbes impressions visuelles qui vont se réaliser. Cet exercice a aussi une fonction particulière et très utile qui est de se vider le mental, faire un calme mental très grand, comme se vider l'esprit. Et après faire cet exercice, vous verrez qu'on se sent comme plus vide et plus disponible. Il existe un autre exercice qui a été présenté au monde de l'Occident par le sage indien contemporain Sadhguru, qui consiste à une méditation, à une pratique utilisant Shambhavi Mudra, c'est-à-dire on se met le dos droit, et puis on va faire le mudra, donc la posture, le geste plutôt, avec les mains de Shin Mudra, donc c'est-à-dire on va joindre l'index et le pouce ensemble pour former un O, et les 3 autres doigts vont être droits. Vous pouvez regarder sur internet Shin, C-H-I-N Mudra pour voir la posture. Donc on se met le dos droit, on forme ce geste, le Shin Mudra avec les 2 mains, on repose les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et puis, on va fermer les yeux, on lève légèrement la tête vers le haut, une posture confortable pour pas que la nuque nous pèse ou nous fasse mal. Et puis, on va respirer normalement, on va être tranquille dans la posture et on va tout simplement mettre l'attention sur la racine de notre nez, donc entre les 2 sourcils. Donc je répète, il suffit de rester dans la posture, de fermer les yeux, d'être détendu bien évidemment, de mettre notre attention sur le centre des sourcils et de respirer normalement. Cet exercice, comme les autres, va solliciter donc le point physique et puis le point énergétique qui en découle dans cet espace. Alors vous avez aussi la stimulation physique qui est de faire des petits tapotements avec son index, notamment à la base du nez, pour stimuler la sensation physique et d'y prêter attention. Il y a bien évidemment aussi toute l'approche au point de vue nutritionnel pour essayer de décalcifier la glande pinéale qui correspond à la glande correspondant au 6e chakra. Mais pour cela, je vous laisse regarder sur internet ou acheter des livres. Et puis, il y a un dernier exercice qui, lui, est tout aussi puissant. Alors, je ne veux pas mettre de degré qui est plus puissant qu'un autre. Chaque exercice correspondra au pratiquant et à la personne, qui est de mettre notre attention à la base de notre racine, donc entre les 2 sourcils, physiquement, et de respirer dans cette zone. Donc une respiration, vous vous en souvenez, est constituée d'une inspiration et d'une expiration, c'est-à-dire ça sera faire rentrer l'air à travers ce point et faire ressortir l'air à travers ce point. Alors cette pratique est quand même beaucoup plus poussée, elle est enseignée dans le yoga et dans d'autres traditions, et avant, donc ces pratiques étaient toujours faites de façon accompagnée, avec une personne qui était plus expérimentée que nous, pour pouvoir partager donc nos différents ressentis, l'évolution de notre pratique, et être accompagné pour
pouvoir le vivre au mieux. Enfin, pour terminer cette présentation, il s'agit un peu comme de la musculation. Vous savez, on va faire de la musculation, on va être musclé. Eh bien, j'en suis confus, mais c'est la réalité. On ne sera pas musclé en un jour, en faisant 10 minutes ou 15 minutes d'exercice et de musculation. Donc, comme chaque chose, eh bien, il faut être persévérant, il faut être motivé, le désirer avec ardeur et puis conviction profonde, et donc se mettre à la tâche. Il faut avoir une petite discipline, il faut avoir une certaine régularité. Et puis, comme la musculation, si vous voulez être musclé, on va le faire plusieurs fois par semaine. On va s'y dédier 10, 15 minutes, une demi-heure. Pour la musculation, là pareil, on y dédiera chaque semaine plusieurs moments de 10, 15 minutes, 20 minutes, 5 minutes si on ne peut pas. Beaucoup de temps. Et puis, cette ouverture, comme la musculation, et comme chaque chose, va se faire de façon graduelle et progressive. Donc encore une fois, ne croyez pas, et c'est triste, mais c'est ainsi, c'est normal, qu'en faisant une seule fois la pratique, eh bien, notre troisième œil va s'ouvrir complètement. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on sera en voie pour l'ouvrir. Voilà, il me fallait vous le dire, parce que on aimerait tous qu'en une fois, les choses se fassent, qu'en une méditation, ça y est, on sait tout. Eh bien, comme chaque chose, comme quand on fait du vélo, il faut monter, il faut pratiquer. En piano, il faut faire ses gammes. Et bien, il en est de même. Et de détendre la zone. J'espère que cet audio de bientôt 40 minutes aura été satisfaisant, comme je vous ai verbalisé. C'était une petite causerie, donc ce n'était pas une conférence. Et puis le but était que l'on partage ensemble. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une belle journée.